BFM Business, BFM Crypto, le club. Lilian Aliaga pour Cryptos vient de nous rejoindre. Donc, bonjour Lilian. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Cyril Sabat, également directeur de Melanium Capital. Bonjour Cyril. Bonjour Guillaume. Et cet ETF que vous proposez, investir en crypto via la bourse, c'est possible. Un ETF d'ailleurs bientôt disponible sur le marché d'Amsterdam, c'est ça Cyril? Tout à fait, oui. Enfin, à la fin du mois, donc on va... C'est l'Europe. Complètement. On continue notre campagne européenne. Donc bien sûr, on est listé en France. Nous sommes listés aussi en Italie. Et on sera listé à la fin du mois sur Euronext Amsterdam. Vincent Gann est listé dans le monde entier. On vous retrouve en direct, Vincent. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à Analyste tous. Technique indépendant. Franchement, Vincent, vous tombez bien parce que on se serait parlé il y a 5 minutes. Je vous aurais dit, oh là là, le Bitcoin repasse sous les 26 000. Non. On vient de refranchir finalement à la hausse cette barre des 26 000. On est à 26 002 $ en ce moment, Vincent. Oui, je suis content d'intervenir lorsqu'il y a une toute petite hausse du cours de Bitcoin. C'était pas vraiment le cas il y a une heure. Alors effectivement, nous sommes au lendemain de la plus forte session de liquidation de positions longues de l'année, donc c'est pas rien, du fait d'événements que vous avez parfaitement décrits sur votre antenne, mais j'en mets une couche pour les auditeurs qui débarqueraient. La résurgence, en tout cas, le passage de seconde des soucis en justice de Binance et de Coinbase aux États-Unis, qui sont le numéro 1, le numéro 2 des plateformes crypto dans le monde, des plateformes centralisées. Alors, lorsque je parle d'une résurgence, c'est pas vraiment une résurgence parce que ces deux géants étaient déjà assignés en justice par la CFTC, qui est le régulateur américain des contrats à terme. Mais cette fois-ci, c'est la SEC, la SEC, l'équivalent de l'AMF aux États-Unis, qui poursuit en justice Binance et Coinbase. Alors, en tout cas, ça rappelle quoi? Ça rappelle à quel point les enjeux de sécurité des fonds, mais plus que ça, surtout aux États-Unis, les enjeux de régulation sont cruciaux pour espérer recouvrer une tendance haussière saine. Quand je parle des enjeux de régulation, je parle des plateformes centralisées, des deux géants Binance et Coinbase. Alors la tendance haussière annuelle, elle est toujours en place, mais c'est d'un point de vue endogène, c'est ce qui lui manque pour se développer davantage. Et récemment, donc, on a échoué sous les 30 000 $. Alors, je continue, puis je cède la parole. C'est une semaine décisive avant l'heure. Pourquoi? Parce que la vraie semaine décisive pour les marchés financiers sur le plan des fondamentaux, c'est la semaine prochaine. C'est la Fed et l'inflation. Mais voilà, le marché crypto a décidé de ne pas attendre. Et là, il a ses propres problèmes. Alors, pour certains, c'est une opportunité d'achat. Pour d'autres, ce sont les prémices d'un retour à 20 000 $ et en direction des plus bas de l'année 2022. Quoi qu'il en soit, moi, je vous donne la réponse chartiste. Enfin, la réponse, je n'ai pas, mais en tout cas, les seuls chartistes frontières, je les ai. Pourquoi je dis que Bitcoin et Ethereum, en fait, l'ensemble des tokens crypto n'attendront pas? C'est parce que, avec ces problèmes en justice, et puis avec à l'équivalent de l'AMF aux États-Unis qui déclare la guerre aux plateformes crypto centralisées, eh bien, le cours du Bitcoin, lui, il est revenu aujourd'hui, enfin, dès hier, mais aujourd'hui, au contact de l'ultime seuil graphique qui est garant de la tendance haussière annuelle, le mouvement haussier depuis le mois de janvier dernier. L'intervalle de prix compris entre 24 et 25 000 $, c'est un seuil graphique chartiste frontière, c'est une zone de liquidité importante. Et donc, tout l'enjeu de la semaine, c'est de parvenir à le préserver pour là aussi espérer repartir en avant. Sur l'Ether, quel potentiel? C'est exactement la même configuration technique, sauf que le seuil est différent. Il s'agit des 1 700 $. Et allez, je vais me risquer à quelque chose. Moi, j'estime que ce retour d'Ethereum dollar à proximité des 1 700 $, c'est une opportunité d'entrée dans la tendance haussière, mais ça, ce n'est que mon humble avis. Et ce n'est pas un conseil d'investissement, bien sûr. Merci de nous avoir accompagnés. Vincent Gann en direct avec nous, et on rappelle de n'investir en crypto que l'argent qu'on est prêt à perdre parce que ça reste très volatile et spéculatif. Vincent Gann nous accompagne régulièrement sur cette antenne. Et Vincent nous en parlait, le déclencheur à la baisse ces dernières heures sur les cryptos, c'est que la SEC montre vraiment de plus en plus les muscles. Elle sort du bois, la SEC, elle l'a fait hier en poursuivant Binance et aujourd'hui c'est au tour de Coinbase, le titre Coinbase d'ailleurs en direct, Lilian à Wall Street, le titre Coinbase est en train de reculer de 15%. Elle frappe fort là, la SEC? La SEC frappe fort, très très fort, donc hier soir avec Binance dans un premier temps. Concrètement, c'est le même sujet que celui qui est évoqué depuis le début de l'année 2023, à savoir, il reproche à Binance et à son PDG, Changpeng Zhao, d'avoir proposé à leurs clients américains d'acheter des securities, donc finalement des valeurs mobilières. Alors il y a d'autres éléments qui sont mis en cause, notamment le fait que Binance ait peut-être poussé certains clients à utiliser la plateforme Binance.com et non pas la plateforme Binance.us qui est la filiale américaine de Binance.
Mais le plus important, c'est vraiment surtout cette suspicion de fraude aux valeurs mobilières. Alors, les crypto-monnaies qui sont mentionnées d'ailleurs dans cette plainte déposée par Binance, c'est le BNB, BUSD, Contre Sol, Binance. Oui. contre Binance, oui, bien sûr. BNB, BUSD, Sol, ADA, Matic, Phil, Atom, Sand, Mana, Algo, AXS et Coty. Il n'y a pas l'Ether. C'est vrai qu'on en parlait souvent, Gary Gensler voulait considérer l'Ether comme une securities. Il n'est pas mentionné dans cette plainte. En tout cas, comme l'expliquait Vincent, le marché a directement reculé, moins 6% pour Bitcoin en l'espace d'une heure. Pour les altcoins, c'était encore pire, et notamment les altcoins qui sont listés dans cette liste. Et la SEC qui remet le couvert aujourd'hui avec cette fois-ci Coinbase, la deuxième plateforme la plus importante centralisée au monde. Et pareil, avec une autre liste de crypto-monnaies qui seraient considérées comme des securities et qui ont été proposées par Coinbase à l'achat pour leurs clients. Donc Coinbase n'a pas encore réagi. Alors on se parle puisque c'est arrivé il y a un petit peu plus d'une heure à peine. En revanche, Binance a déjà réagi. De toute manière, Binance fonctionne souvent comme ça. Ils réagissent très rapidement, notamment Changpeng Zhao sur ses propres réseaux sociaux. Il a d'ailleurs un petit peu enflammé la communauté crypto hier avec ses tweets. En tout cas, Binance s'est montré déçu de cette plainte déposée par la SEC, notamment parce qu'il souhaitait coopérer avec la SEC. Plus particulièrement, par exemple, pour les aider à tracer des fonds, geler des fonds. On sait que effectivement, les plateformes d'échange centralisées de crypto-monnaies peuvent apporter une aide très puissante quand on va faire de la lutte anti-blanchiment d'argent, par exemple, ou alors traquer des piratages, etc. Donc Binance a expliqué que, en dépit de leurs efforts, la SEC a abandonné ce processus en déposant sa plainte aujourd'hui, a choisi d'agir unilatéralement et d'engager un procès. Nous sommes découragés par ce choix, donc des mots quand même assez forts. Ils ont ajouté, bien que nous prenions les allégations de la SEC au sérieux, elles ne devraient pas faire l'objet d'une action en justice et encore moins d'une action d'urgence. Nous avons l'intention de défendre vigoureusement notre plateforme. Et ils ont ajouté même qu'ils étaient prêts à combattre avec toute la rigueur de la loi face à cette attaque de la SEC. Donc voilà, Binance qui répond à la SEC directement. Alors, c'est une actualité très très importante, effectivement, notamment le fait qu'on rajoute Coinbase dans l'équation. Mais c'est pas forcément surprenant. Ça fait depuis le début de l'année qu'on le dit, notamment ici sur ce plateau, le fait que la SEC a lancé un véritable combat contre les plateformes d'échange centralisées, contre l'industrie des crypto-monnaies de manière plus générale. Ça avait commencé avec Kraken en début d'année. Ça s'est enchaîné avec Coinbase il y a quelques semaines, Binance hier, Coinbase à nouveau aujourd'hui. Donc c'est pas du tout surprenant, d'autant plus que, comme Vincent le précisait tout à l'heure, Binance est déjà sous le coup d'une enquête de la part de la CFTC. Et c'est sur les mêmes sujets. Donc finalement, c'est pas si surprenant. Mais la question qu'on se pose, Guillaume, c'est quel sera l'impact finalement pour l'avancée de la régulation aux États-Unis. Et moi, à mon sens, je pense que c'est vraiment deux événements fondamentaux pour faire avancer la régulation aux États-Unis, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les réponses des entreprises, des plateformes d'échange centralisées à ces enquêtes de la SEC, c'est souvent les mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont ouverts aux discussions, ils veulent coopérer avec le régulateur américain. Ils n'ont pas le choix de toute façon. Ouais. C'est gentil de vouloir. Ils insistent pour le faire. Et là, Coinbase avait donné un exemple très frappant, c'est qu'ils avaient demandé, ils avaient envoyé un sondage, ou plutôt une enquête à la SEC l'année dernière pour pouvoir savoir comment est-ce qu'ils pouvaient se conformer, adapter leurs opérations. La SEC n'avait absolument pas répondu. Donc en plus de ça, la SEC tape sur ces acteurs pour ne pas avoir respecté une réglementation qu'ils ne savaient pas qu'ils devaient respecter et qu'ils ne savaient pas comment respecter. Donc il y a un vrai paradoxe actuellement. Et en plus, on est dans cette course à la régulation avec l'Europe qui propose le règlement MiCA, qui propose un cadre strict, alors qu'aux États-Unis, c'est pas le cas. Donc à mon sens, ça va être assez fondamental. Et donc hier Binance, aujourd'hui c'est Coinbase qui fait l'objet de poursuites et d'une plainte de la part du gendarme des marchés américains, la SEC, qui affirme que Coinbase fusionne 3 fonctions généralement séparées sur les marchés traditionnels des valeurs mobilières, à savoir les fonctions de courtier, de bourse de valeurs mobilières et d'agence de compensation. La SEC qui regrette que Coinbase ne se soit jamais enregistré auprès d'elle pour proposer ses services, échappant ainsi, ce sont les termes de la SEC, échappant ainsi au régime de divulgation que le Congrès a établi pour nos marchés de valeurs mobilières. Bon. Est-ce que tout cela va beaucoup faire avancer les choses ou est-ce que ça va faire ralentir? Parce qu'il faut quand même une collaboration, une confiance entre différents acteurs et les régulateurs. Est-ce que ça passera plus vite par des procès ou est-ce que ça passerait plus vite au contraire par une forme de confiance réciproque, d'après vous, Cyril? C'est un sujet qui est complexe, mais finalement, derrière tout ça, il y a cette problématique de security. Qu'est-ce qu'on appelle un security ou pas? Parce qu'on a beau évoquer les différents services, c'est parce que ça porte sur un security que ça pose problème à la SEC et il y a un problème de divulgation d'informations. Donc ça, c'est le premier sujet. Pour rebondir sur ce que disait Lilian, effectivement, on n'est pas trop surpris
parce qu'il y avait déjà eu des allers-retours, en particulier Coinbase même avait un petit peu titillé la SEC, et il y a quelque temps, ils ont aussi dit qu'ils soutenaient Ripple, qui est elle-même en bisbille avec la SEC. Et puis, ce qui est assez drôle aussi, Binance, qui a toujours un coup d'avance, comme le disait Lilian, il y a 2 jours, bizarrement, le PDG de Binance US est devenu une autre personne que CZ, à savoir Richard Teng, un régulateur singapourien. Donc, voilà, il a un petit peu essayé de préparer le terrain. Est-ce que ça va faire avancer les choses ? Aux États-Unis, je pense qu'on en est loin. Pas mal de structures ont pris les devants et ont décidé de quitter les US. On a souvent entendu le sujet sur BFM Crypto. On a Coinbase qui commence à bien s'implanter en Europe. Il y a Jane Street qui avait quitté aussi, il y a Gemini. Donc beaucoup de structures qui se disent on va en Europe le temps que les choses se calment. Voilà. Et pour moi, la vraie problématique est une problématique de security. Et nous, chez Mélanion, typiquement, on s'est posé cette problématique il y a maintenant 2 ans quand on a créé cet ETF. Et on s'est dit, la réglementation, pour l'instant, n'est pas suffisamment claire. Donc on va aller sur des actifs les plus régulés possibles. D'où le fait d'être allé sur des actions et d'avoir une solution qui ne pose aucun souci de régulation. Vous nous disiez que bientôt, votre ETF il est déjà d'ailleurs peut-être disponible à Amsterdam aussi. Plus de Milan et Paris, non ? Alors, il va être listé à la fin du mois. Voilà, à la fin du mois. Aux États-Unis, il ne l'est pas encore ? Non. Alors, la réglementation, pour le coup, un petit peu comme sur les cryptos, européenne, est bien différente de celle des États-Unis. Dans la façon dont on a construit cet ETF, il pourrait l'être, puisqu'on ne pourrait pas nous refuser un tel ETF, puisqu'il est construit à base d'actions, avec en plus... Alors, cerise sur le gâteau, on n'a pas choisi une proof of stake, on a choisi une proof of work, c'est-à-dire qu'on a choisi Bitcoin sur la façon dont on a construit cet ETF. Donc on pourrait, techniquement parlant, le mettre aux États-Unis, mais on ne pourrait pas utiliser de passeport comme il existe au sein de l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on peut le lister sur Amsterdam. On passeporte notre ETF de Paris vers Amsterdam. Alors on va voir quel impact les poursuites de la SEC vis-à-vis de Coinbase annoncées aujourd'hui, quel impact ça aura. Est-ce qu'il y aura beaucoup de fonds retirés ? Hier, près de 780 millions de dollars ont été retirés de Binance, c'est ça ? Dans la première heure, un différentiel de 250 millions de dollars de retrait sur Binance, assez énorme. Ouais. Bon, ça a fait flancher du coup les cours des cryptos, mais enfin aujourd'hui ça remonte un peu. Bitcoin qui repasse à la hausse la barre des 26 000 $. Bitcoin d'ailleurs qui explose de plus de 40% son précédent record de transactions mensuelles. Ouais, à défaut d'augmenter son précédent record de prix, il explose son record de transactions mensuelles sur le réseau. Record qui était détenu depuis mai 2019. Donc c'était un montant de 11 millions de transactions sur le mois de mai 2019. Donc ça fait 4 ans que c'était plutôt en baisse. Et là, on est remonté en mai 2023 avec un record à 16 millions de transactions sur le mois. C'est assez énorme. Donc c'est une hausse de 40% par rapport à ce record et plus de 60% par rapport au mois précédent. Alors, qu'est-ce qui explique, à votre avis, Guillaume, cette hausse ? Bien, la tendance des ordinals. On en a parlé déjà ici sur ce plateau, cette fameuse tendance des ordinals et même des tokens BRC20. Ordinals, c'est ce fameux protocole qui permet de tokeniser quoi que ce soit finalement sur la blockchain Bitcoin pour faire très simple, notamment des NFT. Ça avait beaucoup fonctionné avec les NFT, même si ça existait déjà auparavant sur Bitcoin d'ailleurs. Mais il y a eu ce standard de token BRC20 qui imite celui des ERC20 sur Ethereum, qui a permis de créer des tokens. Et donc il y a eu énormément de transactions. Et ce qui est assez intéressant à repérer, c'est que par moment, il y a eu des fortes hausses des frais de transaction sur le réseau qui ont parfois même représenté plus de 50% des récompenses des mineurs. Et c'est un sujet qui est très intéressant, je trouve, de voir comment l'écosystème arrive finalement à trouver une solution à certains problèmes, notamment le fait que les récompenses par bloc miné diminuent tous les 4 ans et que idéalement, comme ça a été pensé par Satoshi dans son livre blanc, l'idée c'était que les frais de transaction viennent compenser pour que ça continue de fonctionner correctement. Et on voit par moment, même si les ordinals, chacun a son avis sur les cas d'usage de cette technologie, ça a permis de voir que, en effet, les frais de transaction par moment peuvent suffisamment permettre aux mineurs d'être récompensés de leur activité. Donc je trouve ça très intéressant. Ils ont sur Bitcoin, les frais de transaction atteint des records, même, on peut le dire. Ils ont atteint des records, mais pas tant que ça, parce qu'en effet, en 2019, c'était beaucoup plus important que ça, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu une mise à jour qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça sur Bitcoin, la mise à jour Taproot, qui a fait en sorte qu'on puisse intégrer plus de transactions dans un bloc. Donc ça a permis de, entre guillemets, décongestionner le réseau et de
faire en sorte que pour un même nombre de transactions, les frais soient un peu plus faibles. Oui, un point ne fait pas une tendance. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, on s'inquiétait de l'avenir des mineurs sur Bitcoin. Et puis aujourd'hui, effectivement, vous en aviez parlé ensemble, messieurs. Et puis aujourd'hui, au contraire, le minage rapporte de plus en plus. Ce sont d'ailleurs les acteurs du minage qui ont porté ces dernières semaines la performance de votre ETF, en l'occurrence, Cyril. Tout à fait, et même qui portent cette performance depuis le début de l'année. Donc, on l'a dit, en 2022, ça a été une annus horribilis pour les mineurs et pour l'écosystème du minage. En revanche, l'année 2023 est une excellente année pour les sociétés autour du minage, je dirais. Donc les mineurs eux-mêmes, les fournisseurs de puces utilisées par les mineurs, mais aussi les data centers. Donc c'est eux qui portent la performance de notre ETF cette année, qui est à plus 80% depuis le début de l'année. Donc au-dessus du Bitcoin, c'est l'ironie de la chose. Mais oui, c'est un ETF de quoi du coup? Parce qu'il ne suit pas le Bitcoin, il fait mieux là en l'occurrence. Il fait mieux, il y a eu des moments, justement c'est sur une tendance long terme, donc il y a eu des moments où on était un petit peu en dessous, là on est bien au-dessus. Mais effectivement, porté par tout cet écosystème du minage. On va continuer de parler évidemment de l'avenir de cet écosystème, comment les choses se traduisent. Vous nous ferez découvrir des sociétés d'ailleurs de l'écosystème dans un instant qui ont cartonné ces dernières semaines en bourse, des sociétés cotées en bourse, parce qu'on peut investir dans le potentiel des cryptos du Web3 à travers des sociétés cotées en bourse. Juste avant, le grand thème à la mode, mais plus qu'à la mode, peut-être fondamental, qui a émergé ces derniers jours, c'est l'intelligence artificielle. Vous, dans le Web3, vous parlez beaucoup de blockchain depuis des années, puis là on voit l'IA vraiment émerger et surgir d'un seul coup. Est-ce qu'on voit des liens possibles, peut-être des liens déjà évidents entre l'intelligence artificielle et la blockchain? Est-ce qu'on peut de plus en plus imaginer les deux se conjuguer, Cyril? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, ça fait même plus que quelques semaines, ça fait quelques mois. Et avec en plus l'accélération de ChatGPT, c'est vraiment un des sujets du moment. Et c'est vrai que ce soit la blockchain ou l'intelligence artificielle, on voit ça comme deux lames de fond, les méga tendances des prochaines années. Et on peut se poser la question, est-ce que ce sont deux droites parallèles ou est-ce qu'il peut y avoir des croisements entre ces courbes? Nous, on a identifié, on va dire, deux éléments qui font que ces deux technologies se rapprochent. Déjà, il y a un sujet, c'est autour aussi du minage, c'est la problématique des ressources informatiques. On le sait, que ce soit le minage de Bitcoin ou l'intelligence artificielle, c'est très gourmand en termes de ressources informatiques. Et justement, les mineurs trouvent un relais de croissance d'utilisation de leurs machines pour les entraînements, ce qu'on appelle les entraînements d'intelligence artificielle. Donc déjà, on voit des liens intéressants, qui sont liés à la puissance informatique mise en place. Là, c'est assez intéressant, en tout cas une association blockchain et IA. L'autre point qui est très intéressant aussi, et c'est un sujet qui fait beaucoup parler, c'est le sujet des deepfakes, ou du moins des biais qui peuvent exister au sein de l'intelligence artificielle, que ce soit pour de la vidéo, de l'image ou même du texte. On peut se dire que la blockchain, grâce à la traçabilité, la possibilité d'identifier les sources, peut être une solution pour régler ce sujet des deepfakes, en tout cas des problématiques de source. Donc, il y a beaucoup d'études qui sont faites en ce moment, et c'est très intéressant de voir ces deux grandes tendances finalement se mêler ensemble. Effectivement. Et pour parler de ces entreprises qui sont derrière ce potentiel qu'on est en train de décrire, on peut parler de certaines qui composent l'ETF et qui ont cartonné. Je vois, il y en a une qui a fait quoi? Plus 400% là, depuis combien de temps? 400% 400% depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, ouais, c'est qui? C'est une société qui s'appelle Applied Digital. Donc c'est une société qui est cotée au Nasdaq, qui pèse 880 millions d'euros. Et cette société, en fait, elle conçoit, elle développe et elle exploite des data centers de nouvelle génération. C'est quoi? Alors, ça veut dire quoi? En fait, des data centers de nouvelle génération, et c'est très intéressant ce que fait Applied Digital, elle se plug à l'origine de l'alimentation d'énergie, et en plus, elle se base sur des énergies renouvelables. Cette méthodologie, en tout cas cette spécificité, lui permet de proposer des data centers à très bas coût.
et donc est extrêmement intéressante pour des mineurs. Et alors, et la récente très très bonne performance de cette action est liée à un partenariat qu'elle a fait avec une société qui s'appelle Supermicro et autour de ce qu'on appelle le cloud computing pour l'intelligence artificielle. Donc, elle a pris en un mois 170% depuis qu'elle est venue chercher une solution autour de l'IA. On parlait des liens entre la blockchain et l'IA. Ben voilà, on a un très bon exemple où les data centers se réinventent compte tenu des problématiques que j'ai évoquées juste avant. Et puisqu'aujourd'hui on aime à conjuguer le potentiel de toutes ces thématiques, on peut revenir sur le minage en l'occurrence, avec Tether à la tête du plus gros stablecoin mondial, mais Tether qui se rapproche du Bitcoin. Au point que Tether choisit, Lilian, d'investir dans un projet de minage de Bitcoin au Salvador, un projet à $1 milliard. Ouais, un très très gros projet. Alors pour l'instant, la levée de fonds, c'est entre guillemets, 250 millions de dollars. Ce projet s'appelle Volcano Energy. C'est un projet au Salvador qui a vu le jour, je crois, il y a à peine une semaine. On en avait un petit peu entendu parler auparavant, mais il n'y avait pas eu vraiment de communication officielle. Là, il est lancé. Il se lance avec une grosse levée de fonds. Tether qui participe. Tether qui est donc la société émettrice de l'USDT, donc grosse entreprise. Je suis content de vous entendre dire Tether parce que j'entends tous les spécialistes crypto dire Tether. Moi, je suis le seul à dire Tether. Je me dis, oh là là, je dois passer pour un. Voilà. Mais vous aussi, alors, Lily. J'hésite souvent entre les prononciations à l'anglaise. Vous me rassurez. Binance. Je préfère. Tether, allez, on fera la team Tether. Vous me décomplexez complètement. Je préfère choisir Tether, c'est plus simple. Donc, en tout cas, ce projet Volcano Energy, donc, qui sera situé à Metapan, dans le département de Santa Ana, au Salvador. Et là, on parle donc d'une production électrique quand même de 241 mégawatts, 169 mégawatts d'énergie solaire et 72 d'énergie éolienne. Donc c'est uniquement de l'énergie renouvelable. Donc je trouve ça assez intéressant. Et alors, avec la puissance de calcul initiale, ça représenterait théoriquement 0,32% de tout le hash rate qui sécurise actuellement le réseau Bitcoin. Donc c'est un projet assez massif, ce serait la plus grande ferme de minage de Bitcoin au monde, entièrement renouvelable. Ah oui, à 0,3%, ce serait la plus grande ferme de minage au monde. Ah oui. En théorie, en tout cas, pour l'instant. Bon. Au lancement, en tout cas, pour l'instant, ce serait la plus grosse sur une seule entité centrale. On va suivre ça. Merci à tous les deux de nous avoir alertés. Lilian Aliaga pour Cryptost et Cyril Sabac pour cet ETF Belladiol qu'on suit de très très près, bien sûr. Bon retour. Vincent Gane nous accompagnait aussi. Vous pouvez nous suivre, vous qui nous regardez à la télévision ou qui nous écoutez à la radio, vous pouvez nous suivre aussi sur notre site BFM Bourse.